Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons démarrer sur la gouvernance de la mobilité, comment engager les différents acteurs. Je ne sais pas s'il nous rejoindra, mais Benjamin Floïc devait témoigner pour la région Bretagne, mais on n'arrive pas à se contacter. Alors, peut-être qu'il sera là et à ce moment-là, il nous rejoindra. S'il m'entend, il peut me rejoindre. Sinon, on va élargir au niveau des exemples. On va essayer de faire un petit tour d'horizon des retours d'expérience qu'on peut avoir en termes de gouvernance. Et puis, on va même essayer de passer la frontière française. Donc, si on parle de gouvernance de la mobilité, en fait, on va constater que selon les projets que l'on veut mener ensemble sur un territoire, eh bien, on va avoir besoin de mobiliser des acteurs différents et des collectivités différentes. Sur le cas, donc vous avez des flèches fonctionnement et investissement. Généralement, tout projet, ça démarre largement souvent avec un investissement. Puis après, il faut l'entretenir, cet investissement. Donc vous avez des flèches pour désigner le coût. Donc en fonctionnement et investissement, le plus lourd, ce sont les infrastructures routières, infrastructures de mobilité, rails, etc. Voilà, donc là, c'est extrêmement coûteux. Et donc, tous les territoires ne peuvent pas s'emparer de la question des infrastructures. Si vous allez de l'autre côté, quelque chose qui ne coûte pas très cher et que tout le monde peut faire, sur un projet en mobilité, la communication. Voilà. C'est accessible facilement à l'échelon communal, intercommunal, jusqu'aux plus gros échelons, puisque politiquement, il va y avoir un intérêt à communiquer, parce que la communication, c'est aussi faire parler de soi, et pas uniquement du projet. Et là, la chance qu'on peut avoir, c'est qu'en termes de communication, on peut faire beaucoup de choses, sans avoir des budgets démentiels. Après, vous avez des situations intermédiaires sur des projets de mobilité, souvent, notamment quand on parle de mobilité partagée, il est question d'animation et d'accompagner le changement de comportement. Donc ça veut dire des ressources humaines sur place, en proximité, auprès des habitants ou dans les entreprises, auprès des salariés. Et donc là, la ressource humaine, ça coûte relativement cher. Et c'est pour assurer la qualité du service, faire connaître le service, avoir de plus en plus de participants sur un service. Donc beaucoup de coûts de fonctionnement, c'est l'animation qui est en haut à gauche. Puis vous avez un petit cas particulier qu'on retrouve souvent dans les collectivités locales, sur une expérience de 1, 2 ou 3 ans, ce qu'on va appeler une expérimentation. Expérimentation qui permet même parfois de déroger au droit. Donc je n'ai pas la compétence mobilité, mais je veux expérimenter quelque chose qui touche à la mobilité. Je peux même avoir des accords, y compris avec l'État, pour déroger au droit, pour faire mon expérimentation. Donc là, on l'a mis dans la case un fonctionnement pas très coûteux, puisque c'est temporaire. Donc on va faire un investissement pour tester quelque chose. On va inclure les coûts de fonctionnement quelque part dans l'investissement pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. Donc, fonction des projets, des gouvernances différentes. On a des réalités très contrastées en fonction des territoires. Alors, vous connaissez tous, ce n'est pas pour vous donner faim parce qu'il est 12h30, mais peut-être que ça vous donnera faim. Mais vous connaissez tous l'expression du millefeuille administratif en France. Puis récemment, j'ai entendu quelqu'un, alors je ne sais plus si c'était une délégation aux collectivités ou un chercheur, mais il a utilisé le terme de clafoutis. Alors pourquoi il a utilisé le terme de clafoutis? Parce qu'il a dit, le millefeuille, on voit bien les différentes strates. Chacun, entre guillemets, à sa place, et puis on essaie de faire communiquer les différentes strates du millefeuille. Et il a pris l'exemple du clafoutis parce que, bon, déjà, on est en Alsace et c'est local. Donc je reprends l'exemple, mais il a pris l'exemple pour dire, les fruits, vous voyez, les fruits, c'est aussi des acteurs dans l'écosystème de la mobilité, si on l'applique à la mobilité. Et ce fruit, parfois on le voit, parfois on ne le voit pas parce qu'il est plus ou moins, dans le clafoutis, il est plus ou moins haut. Donc j'ai trouvé que cette image était intéressante et finalement, elle correspond mieux à la réalité du paysage que l'on retrouve en termes de gouvernance dans les collectivités locales. Donc, si on reprend ces histoires de gouvernance contrastée selon les territoires, on va voir qu'on a des exigences en termes de coûts qui vont faire qu'on a certains acteurs qui vont intervenir et pas d'autres. Et puis on a aussi une question de difficulté à intervenir et parfois la collectivité qui est entre guillemets riche ou qui a la compétence,
elle a la compétence financière, elle a la compétence en termes d'action et de mission, mais pour intervenir, elle n'a pas un certain nombre de compétences, notamment par exemple la proximité aux habitants. Si vous travaillez sur la question des mobilités, quelles que soient les mobilités, à un moment donné, il faut faire du contact avec l'usager. L'enjeu, c'est de faire progresser la part modale des mobilités alternatives à la voiture, globalement. Et pour faire augmenter cette part modale, il faut aller à la rencontre des gens. Et ça, malheureusement, quand vous êtes une région, par exemple, c'est très difficile d'avoir ce contact direct, permanent, facile avec les habitants. Par contre, la commune, notamment les communes rurales, reste un acteur central pour intervenir en proximité. Idem pour les entreprises. Les projets de mobilité se font et les entreprises n'ont pas forcément une compétence pour organiser la mobilité de leurs salariés. D'ailleurs, elles paient le versement mobilité justement en disant moi je paie, j'ai une fiscalité, pas toutes, mais certains territoires, il y a une fiscalité, donc elles demandent à la collectivité de s'emparer du sujet. Et en même temps, on a besoin de l'entreprise pour la proximité, par exemple, avec les salariés. Si on regarde un petit peu les différentes interventions qu'on peut avoir, on va remarquer finalement, sur des projets en termes de mobilité, on va remarquer que sur certains sujets, on a besoin d'acteurs qui n'ont pas la compétence mobilité. L'exemple le plus criant, c'est le département. Depuis la loi Notré, le département est désengagé de la compétence mobilité et pourtant, on a besoin de lui sur des tas de sujets. Alors, l'exemple le plus criant, c'est les infrastructures routières. Alors, évidemment, il peut y avoir la compétence du bloc communal, il peut y avoir la compétence d'une métropole sur la partie infrastructure routière, mais globalement, notamment si on commence à parler des territoires peu denses, on va avoir besoin du département. Donc, aire de covoiturage, aménagement pour des arrêts de bus, aménagement pour des arrêts de pratiques alternatives, on a besoin de ce département. Sur les infrastructures de type numérique, je n'en ai pas parlé au départ, mais au milieu, on avait mis une petite roue crantée pour dire il peut y avoir des infrastructures numériques avec une forme d'équilibre. C'est souvent moins cher une infrastructure numérique que de faire une route, une autoroute ou une voie ferrée. Mais ça nécessite quand même un investissement initial et puis un niveau d'intervention qui souvent concerne soit les métropoles, soit les régions. Donc typiquement le MAS, souvent porté par des régions ou des métropoles, alors que les données d'usage, éventuellement, on va avoir besoin de contractualiser pour capter les données des transports locaux et des usagers au niveau des comités de communes qui ont la compétence mobilité. Mais donc, on va plutôt avoir besoin de la région ou des grosses AOM, voire même de financeurs type État-Europe, pour mettre en place une infrastructure type numérique. Sur les changements de comportement, je le disais tout à l'heure, on a besoin des associations locales, des relais, des entreprises, etc. Mais une commune peut aussi intervenir en proximité auprès de ses habitants. Sur la communication, comme je le disais, tout le monde peut intervenir, ce n'est pas très cher, on a besoin de tout le monde. Sur les incitations financières, là aussi, si une incitation pour faire le changement de comportement, ça peut passer par des relais locaux, des gens qui vont faire des bons d'achat, qui vont remettre un prix, qui vont encourager une mobilité alternative, ou même les entreprises, via le forfait mobilité durable, on va avoir besoin de ces acteurs. Et puis en termes d'expérimentation, on peut être une commune, ne pas avoir la compétence mobilité, mais intervenir, mais à un moment donné, on va vouloir financer son expérimentation. Et donc là, on va aller chercher des fonds au niveau État ou Europe, notamment, voire à un plus petit niveau, des fonds de concours sur une communauté de communes. Voilà la carte que vous connaissez sans doute tous des AOM. Donc depuis la LOM de décembre 2019, toutes les communautés de communes de France n'ont pas pris la compétence. Parfois, des régions ont incité fortement leur territoire, leur communauté de communes à ne pas prendre la compétence. Et donc on le retrouve, donc ces taches brun clair ou rose, sont pas rose, plutôt brun clair, sont des endroits où la compétence n'a pas été prise par la communauté de communes, mais est prise par la région. Puisque si ce n'est pas la communauté de communes qui exerce la compétence mobilité, c'est la région. Mais vous voyez que c'est très, très hétérogène. Dans toutes les régions,
ça veut dire qu'il y a des multiples endroits où on va être obligé de faire travailler les acteurs ensemble. Et il n'y a pas un endroit où on peut dire tout le monde a la compétence au niveau d'une communauté de communes, des AOM locales, et donc il n'y a pas de trou dans la raquette et la région n'a rien, entre guillemets, n'a rien à faire. À chaque fois, on va avoir des cas différents dans chacune des régions et on est obligé de travailler ensemble entre les différentes strates. Donc l'AOM, en gros, on a 707 communautés de communes sur 992 qui ont pris la compétence. Voilà, donc on a en gros des trous pour 300 d'entre elles. La question aussi des bassins de mobilité. On voit bien que les bassins de mobilité qui ont été définis par la LOM ne sont pas toujours effectifs. Rassembler les acteurs au niveau d'un bassin de mobilité, on a plus ou moins d'avance selon les régions. Et il n'y a pas d'existence juridique du bassin de mobilité, donc c'est un espace de concertation, mais qui ne permet pas de porter des projets au niveau d'un bassin de mobilité. Et puis on a les plans d'action mobilité solidaire, là aussi ils sont prévus par la LOM. Ils permettent d'intégrer des acteurs qui n'ont pas la compétence mobilité, les départements, les services de l'État, France Travail, etc. Mais là aussi, dans les différentes régions, on n'a pas forcément beaucoup d'avancement. On va avoir des réalités contrastées en fonction des volontés politiques aussi qui peuvent être très différentes d'une région à une autre. Il y a des communautés de communes qui peuvent avoir la compétence d'ailleurs, mais qui ne souhaitent pas intervenir sur un certain nombre de sujets. Pour des raisons de coût, de budget, voilà, organiser du transport en commun, vous pouvez avoir la compétence, mais si vous n'avez pas l'argent, ça va être difficile. Et donc, on peut avoir des réalités différentes pour les transports en commun, mais aussi pour tous les services de mobilité partagée, autopartage, vélo, covoiturage, etc., où on peut très bien dire on laisse faire le privé, on n'organise pas, et ne pas avoir de volonté de faire. Et puis je le disais, le département, il est souvent incontournable parce qu'on le retrouve à beaucoup d'endroits sur les aménagements, mais on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, sur l'insertion professionnelle, le handicap et les personnes âgées. Alors, si on regarde un petit peu comment les choses s'organisent au niveau des différentes strates, la coopération et la gouvernance entre les différents acteurs, on a des régions qui ont la compétence, qui organisent la mobilité et qui vont avoir des relations partenariales avec les EPCI, mais qui n'est pas formalisée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voix au chapitre, elle est consultée, elle participe, elle bénéficie de services, mais l'EPCI ne va pas avoir d'influence politique propre sur les décisions concernant le projet de mobilité. On a d'autres régions où la relation va être formalisée, clairement. Alors, elle peut être formalisée directement par la région via les délégations de compétences auprès de PCI qui n'auraient pas la compétence. Elle peut être organisée par la création d'un syndicat mixte. Donc, on retrouve quelques régions qui ont fait le choix ou qui sont en train de faire le choix de passer, de confier la gestion de projets de mobilité sur les infrastructures numériques, donc billettique, information multimodale, en gros masse. Et ce sont des syndicats mixtes qui interviennent, qui sont créés pour cela. Donc on a plusieurs exemples. On a, je crois, Nouvelle-Aquitaine Mobilité qui fête cette année ses 5 ans. Historiquement, je ne vais pas en parler aujourd'hui, bien sûr, Île-de-France Mobilité. On a, aidez-moi, il y en a plein, Hauts-de-France Mobilité, il y a plutôt 10 ou 15 ans. Et puis, la Bretagne a décidé aussi d'évoluer vers la création d'un syndicat mixte des mobilités au niveau de la région, avec l'ensemble des EPCI partenaires. Donc voilà au niveau des régions. Bien sûr, on a des syndicats mixtes aussi qui peuvent prendre la compétence mobilité ou pas et organiser la mobilité sur le territoire. Donc des syndicats mixtes qui sont supradépartementaux, c'est celui que je viens de donner, les syndicats mixtes régionaux de transport. Mais vous avez aussi des syndicats mixtes au niveau de bassins de vie, de type PETR ou de type SCOT, pôles multimodaux, donc sur cette taille de territoire. Et on va retrouver des syndicats mixtes, donc infradépartementaux. Les départements, les multipôles, les coopérations entre communautés de communes, donc ce sont aussi des choses que l'on retrouve. Quand, en tant que communauté de communes, on n'a pas les moyens, même si on a la compétence, on n'a pas les moyens d'organiser la mobilité, de mutualiser les moyens. Donc on va essayer de mutualiser les moyens sur un territoire cohérent entre plusieurs communautés de communes.
Alors, petit tour de quelques exemples dans vos territoires, peut-être dans vos territoires, je ne sais pas d'où vous venez. Les Hautes-Alpes, par exemple. Les Hautes-Alpes, par la politique route, a un axe de développement politique, de développement des mobilités partagées. Sur le papier, on peut considérer que ce n'est pas cohérent puisque c'est la compétence de la région. La région, le dialogue entre le département des Hautes-Alpes et la région sud pour permettre la mise en œuvre, donc les choses se font en bonne entente, pour permettre de mettre en œuvre des projets de covoiturage et d'autostop. Donc l'idée, c'est que le département investit sur de l'infrastructure, puisqu'on va avoir des arrêts d'autostop, investit sur des solutions numériques et investit sur une première année d'animation. Mais ensuite, elle demande aux communautés de communes qui veulent développer le service de prendre le relais. Donc la partie investissement est couverte. Il va y avoir la partie fonctionnement qui va être prise par les EPCI en relais du département. Je vais passer très vite sur Aude. Même principe. Aude et Hérault, deux départements qui ont décidé de développer des politiques de mobilité. L'Aude l'a surtout choisi pour des raisons de mobilité solidaire, donc de créer une sorte de masse de la mobilité solidaire au niveau départemental. Par contre, au niveau de l'Aude et de l'Hérault, mais c'était le cas aussi des Hautes-Alpes, il n'y a pas de délégation de compétences, ce n'est pas possible, entre la région et le département. Donc là, ça crée parfois des difficultés pour que le territoire puisse continuer à développer sa politique de manière autonome. Et l'Hérault, c'est pareil. L'Hérault, c'est historique. Avant la loi Notré, ils avaient développé une politique de mobilité. Ils avaient engagé des partenariats avec les communautés de communes. Donc, ils ont voulu continuer et conserver cette possibilité-là. Là aussi, pas évident de trouver le bon intermédiaire entre la région et le département. Mais par contre, la relation du département et la proximité du département par rapport aux communautés de communes permettent de développer ce type de projet. La région Bretagne, je vous l'ai dit, donc je n'insiste pas, 60 intercos, 1317 communes, donc ils vont basculer sur, très probablement, parce que pour l'instant rien n'est voté, ils vont très probablement basculer sur la création d'un syndicat mixte des mobilités, qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc historiquement, ils ont travaillé des choses en commun. Par exemple, sur le covoiturage que nous on connaît bien, c'est le département du Finistère qui avait porté le projet et a dit mais faire du covoiturage au niveau d'un département, ça n'a pas de sens, il faut élargir. Et donc ils ont élargi par un groupement de commandes. Donc l'entité juridique, c'est le groupement de commandes, avec 7 autres partenaires, dont Rennes Métropole, la Carène, la région, les services de l'État, etc. Donc ils partent sur le covoiturage d'un groupement de commandes. Le groupement de commandes, c'est bon pour le temps de la commande, mais qu'est-ce qui se passe une fois que la commande est terminée? Est-ce qu'on refait un groupement de commandes pour renouveler? Donc à ce moment-là, ils ont décidé de confier la gestion à un syndicat mixte existant, mais qui est un syndicat mixte sur de l'informatique qui s'appelle Mégalis. Ce syndicat mixte n'a pas la compétence mobilité. Donc ce sont des gens qui ont la compétence informatique qui doivent gérer de la mobilité. Ça a marché un temps. Et aujourd'hui, ils disent, bon, il faut qu'on sorte de ce schéma-là et sans doute qu'on bascule cette compétence et ce projet dans un syndicat mixte de mobilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la région qui dit on va faire ça et les EPCI n'auront pas voix au chapitre. Aujourd'hui, sur des projets comme ça, ils ont quasiment tous les EPCI qui sont adhérents au projet. Donc elles le font avec les EPCI. Et donc la gouvernance est organisée en concertation avec les EPCI. Mais là, on est en pleine construction. Région Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup plus vaste. 454 intercos, c'est le double de la région Bretagne. 4626 communes, et eux, ils sont organisés avec un syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Le timing avance, donc je passe très vite. Un cas un peu particulier, le pôle métropolitain Nancy-Sud-Lorraine. Donc, ils n'ont pas la compétence mobilité. Ils ont un PETR sur la partie droite qui a la compétence mobilité, puis un certain nombre de communautés de communes autour de la métropole de Nancy qui ont la compétence mobilité. Et le bassin de vie, c'est ce territoire au niveau de la métropole Nancy-Sud-Lorraine. Le bassin de vie régional, dans le cadre de la LOM, c'est ce territoire, plus un territoire meusien qui est frontalier. Et donc là, ils sont en train de réfléchir pour voir comment on organise et on coordonne
les différentes initiatives sur ce territoire. Parce qu'en fait, il y a de tout. Chaque communauté de communes a un prestataire différent pour organiser la mobilité. Il n'y a pas de système unifié sur tous les enjeux d'information. Voilà, donc il n'y a pas de système unifié sur l'animation et la communication. Donc là, ils avancent par étapes et ils ont mis une première couche qui est la communication. Je vous disais, la communication, c'est le plus simple. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Tout le monde est content d'avoir quelques outils qui soient pensés et qui soient mutualisés. Donc là, ils sont en train de travailler. Ils ont lancé un service juste d'information et de communication autour d'une marque de mobilité pour l'ensemble du pôle. La région Normandie, un petit exemple qui est intéressant sur la région Normandie, c'est que avec le président de région, qui doit être président de Lieuvin Pays d'Auge, ils ont décidé d'animer le développement des mobilités partagées avec un animateur sur 4 communautés de communes. Voilà. Je n'ai pas les moyens de me payer un animateur. Ben, je vois s'il n'y a pas le même besoin autour de moi. Et donc, on a une création d'un service commun autour de l'animation, du covoiturage et de l'autostop autour de ces 4 communautés de communes avec un poste pour les 4 communautés de communes. Et d'après le discours du président à l'inauguration du service, c'était une première, toutes compétences confondues, d'avoir ce groupement de 4 EPCI pour travailler cette thématique. Un autre exemple qui est intéressant, on passe, et ce sera le dernier, on passe la frontière et on va en Belgique, c'est pas très loin. Et donc on se retrouve sur un pays qui n'a pas de strate intermédiaire pour organiser la mobilité entre la région et la commune. Donc soit c'est la région, pour ceux qui connaissent, avec le fameux TEC, qui est le transport régional de la région wallonne. Puis quand vous descendez, après vous avez des transports bien sûr organisés dans les communes. Mais pour organiser quelque chose de manière intercommunale, vous n'avez pas forcément de compétences, et notamment la province, les provinces, qui sont les entités administratives en dessous de la région en Belgique, les provinces n'ont pas forcément l'autonomie d'action sur la question de la mobilité. Donc quand ils veulent faire quelque chose, eh ben, il faut avoir un peu des idées ou aller se trouver des leviers juridiques différents. Donc dans le cas présent, on a un projet sur la partie sud Luxembourg. Donc toute la province ne voulait pas développer le projet. Seule la moitié sud de la province de Luxembourg. Alors la province de Luxembourg, c'est en Belgique. Hein. C'est frontalier. Vous avez le Luxembourg ici et vous avez la province qui est juste à côté. Donc la province de Luxembourg, seule la moitié du territoire voulait avoir une organisation sur la mobilité autour de l'autostop et du covoiturage. Donc ils ont créé une association, une ASBL, de collectivités pour pouvoir accueillir un animateur qui est financé par les différentes communes et la province pour partie sur ce territoire. Alors si on résume un petit peu, le message finalement à faire passer, c'est qu'on a besoin de toutes les strates, même celles qui n'ont pas de compétences. Et on a besoin de multiples acteurs pour développer les mobilités dans nos territoires. Donc, on est obligé de travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il y a parfois des outils juridiques qui existent. Parfois, ils n'existent pas, il faut les inventer. Mais globalement, il y a énormément de choses qui existent. Sauf qu'on oublie qu'ils existent. Voilà. Et donc là, c'est un petit rappel de tout ce qui peut exister. Entre collectivités, alors je ne vais pas rentrer dans le détail juridique de la réglementation et des contraintes éventuelles de chacun des cas, mais voilà un certain nombre de possibilités de mutualisation. La prestation de service, on l'oublie, mais il est possible, entre collectivités, d'avoir des prestations de service. Bon, si vous faites de la prestation de service, c'est plutôt des choses ponctuelles. Vous n'êtes pas en train d'organiser une gouvernance de long terme. Mais en tous les cas, c'est une possibilité. Vous avez aussi les fonds de concours qui existent dans les EPCI, dans beaucoup d'EPCI. C'est cette capacité de dire à une commune qui a un projet, qui veut faire une expérimentation, par exemple, ou un investissement, de solliciter le financement de la communauté de communes pour développer son projet alors qu'elle est au niveau communal. Vous avez aussi les délégations de compétences. Bon, ça, j'en ai parlé. C'est classique, c'est-à-dire que vous avez une unité cohérente
en termes d'organisation de la mobilité sur un territoire qui n'a pas la compétence. Vous demandez la compétence par délégation à la région, qui vous la transmet, qui contractualise avec vous. Service unifié, service commun, là aussi, c'est des choses qu'on oublie, mais qui existent. Je ne sais plus la différence exacte entre unifié et commun. Je crois que service unifié, vous pouvez faire intervenir les départements, les métropoles, les régions. Service commun, je crois que c'est que entre les communes et les EPCI. Mais en gros, l'idée est de dire, ben voilà, on veut faire quelque chose ensemble. Chacun de nous le fait de son côté. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un service commun et organiser, mutualiser donc les ressources, le personnel sur ce service et avoir évidemment des conventions de financement. Donc ça aussi, les textes permettent de faire des services unifiés. Et ça permet donc de mettre des acteurs de strates différentes dans la boucle. La mise à disposition de services, c'est très proche. Il y a aussi le groupement de commandes, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'inconvénient du groupement de commandes, c'est pareil, c'est pas quelque chose de long terme, puisque une fois que la commande est terminée, la durée du marché est terminée, la vision, si elle est sur 10 ou 20 ans, elle s'est arrêtée au bout du marché, il faut recommencer. Mais pourquoi pas recommencer, mais en tous les cas, c'est plutôt des outils temporaires. Il y a l'entente aussi. L'entente, c'est finalement la capacité à toute collectivité de s'entendre, de dialoguer pour mener un projet ensemble. Le problème de l'entente, ça existe à beaucoup d'endroits et c'est très efficace. J'ai l'exemple en tête, par exemple, de Toulouse, et du pays toulousain et du département de Haute-Garonne. Voilà, il y a souvent des ententes possibles avec Tisséo Collectivité, qui est le syndicat mixte. Donc voilà, vous voyez que vous avez toutes les strates qui interviennent autour de Toulouse. Eh bien, elles arrivent à s'entendre, alors pour différents sujets. Sur la mobilité, là, tout récemment, elles ont lancé un groupement de commandes, ces collectivités, sur les lignes de covoiturage, une étude qui est en cours. Mais ça peut être appliqué à d'autres domaines et elle l'applique à d'autres domaines. L'inconvénient de l'entente, c'est qu'il n'y a pas d'entité juridique. Vous ne pouvez pas dire dans l'entente, on va faire un marché avec les gens qui sont dans l'entente. Donc, ça a donc ses limites. Et puis, un exemple aussi qui nous tient à cœur, c'est n'oublions pas que dans les interventions, on a quand même des leviers avec des acteurs de droit privé. Les sociétés d'économie mixte, de droit privé, mais avec une majorité détenue par la collectivité, ça reste un outil qui peut convenir en termes de gouvernance pour les politiques de mobilité. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, nous on connaît bien Mobicop, nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. L'intérêt, c'est que la collectivité peut rentrer au capital de l'entreprise, mais de façon minoritaire cette fois. Et l'intérêt pour elle, c'est d'avoir un pied dans la gouvernance de la politique de cette entreprise. Donc c'est une autre manière de faire commun. Et on en a parlé tout à l'heure sur les associations aussi, qui peuvent être aussi une forme d'organisation qui peut convenir pour déployer un projet de mobilité sur un territoire. Et donc l'intérêt de ces formes d'organisation, c'est de voir justement qu'est-ce que l'on veut mettre en commun avec toutes ces stratégies que l'on retrouve dans les collectivités sur quels sont les biens communs d'intérêt général que l'on veut gérer ensemble. Et donc les copropriétaires de ce bien vont se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement pour gérer ce bien. Ça s'applique beaucoup, par exemple, sur des questions de terres agricoles, d'espaces naturels sensibles, enfin dans tous les domaines, de paysage, d'eau potable, peut-être pas le bon exemple, mais voilà. Donc la question de gérer un commun ensemble, elle s'applique à toutes les thématiques. Elle peut aussi s'appliquer à la mobilité. Elle peut aussi s'appliquer, dans notre cas particulier, aux infrastructures numériques. Voilà. Vu que Mobicop développe des solutions en logiciel libre, nous avons fait le choix que ce logiciel libre soit géré avec les propriétaires communs de ce logiciel et donc d'y associer les collectivités. Voilà un petit peu pour ce paysage des différentes gouvernances qui existent ou qui sont à réinventer ou qui sont éventuellement à redécouvrir. Place à vos questions si vous en avez. Bon, eh bien, bonne fin de journée à vous tous. Et puis, si vous voulez nous retrouver pour prolonger l'échange, nous sommes au stand qui est juste derrière. Voilà. Au revoir.